Merci beaucoup. Rebonjour Shiraz, content de te revoir. Donc, première question, je continue sur mon élan. Euh, Quand on pense à la situation géopolitique mondiale actuelle, quelles sont les émotions que vous ressentez, euh, les perceptions, ce qui vous habite? C'est à écrire en texte. Soyez pas gênés. Consternation, doute, ouais, peur. C'est vrai, hein, on se demande, hein, c'est stressant, anxiété, mais frustration, définitivement, perte de contrôle, impuissance, questionnement. C'est vrai, hein, comment on en est arrivé là? Ce qui semblait être inatteignable, comment ça se fait que c'est maintenant dans nos faces, puis on dirait que ça arrive à un rythme perte de contrôle aussi. Donc, ben oui, c'est un peu ça, de la frustration, mais ça nourrit son ambition d'essayer de changer le monde à sa manière. Donc, déjà, Mathieu, tu représentes très bien la ville Lac-Mégantic. C'est génial, on sent le dynamisme et l'optimisme, c'est génial. Puis c'est un peu ça qu'on va aller explorer aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation, puis on va pouvoir enchaîner là, au rythme des saisons. On dirait que ça rime. Peut-être rapidement, je vais nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour les peu qui ne nous connaissent pas encore. Donc, moi, je suis Stéphanie, de la cofondatrice de Quintus, qui va plutôt être dans la gestion des commentaires et du webinaire ce matin, qui sera plutôt animé par Maxime, qui a déjà pris parole, que vous connaissez peut-être déjà aussi toutes et tous. Puis rapidement, ben, Quintus, nous, on est aujourd'hui un studio nomade. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Ben, entre autres, on anime des ateliers collaboratifs, dont la fresque des nouveaux récits. On fait de l'accompagnement stratégique auprès d'organisations, mais de villes, de territoires, toujours en lien avec les enjeux de la transition socio-écologique et de la production vidéo. Donc, cet été, nous fêterons nos 12 ans. Nous avons été jadis plus connus sous une agence de communication responsable, mais justement avec les aléas de la vie et cette connaissance, cette inspiration des nouveaux récits. Initialement par Maxime, ben, ça a été vraiment comme un déclencheur où vraiment on a réorienté un peu l'agence vers le studio où finalement ben, on se déplace à travers le Québec pour aller à la fois récolter les récits des différents territoires, mais aussi inspirer les différents territoires à utiliser cette approche nouveau récit. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Maxime qui a une très belle et complète présentation à vous faire ce matin, qui est la suite d'un premier webinaire. Donc, il y a des petits éléments euh, structurants qui reviennent, mais qui est vraiment finalement le cumul de cette première année de la tournée des nouveaux récits que Maxime saura davantage vous expliquer. Et si vous avez Ah, des questions, n'hésitez pas dans le chat je vais réagir puis pouvoir relayer les questions à Maxime. super, tu pourras. Ouais, bon, hein, tu me devançais, j'allais dire que tu allais pouvoir me les partager. Donc, bon matin, bon début d'après-midi pour nos amis de France. Je vois des collègues de la Fraise des Nouveaux Récits aussi, en Benoît et Delphine. C'est le fun de pouvoir partager ce que je vais vous partager aujourd'hui avec vous. Donc, mais avant de partager, j'aime ça faire une petite mise en contexte parce que quand on est curieux, on finit par lire plein de choses, puis ça forge aussi notre vision du monde qui nous entoure. Et donc, j'aimerais commencer par vous partager quelques lectures inspirantes qui mènent à, selon moi, expliquer pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans une situation peut-être un petit peu plus, euh, comme on a dit, tendue, incompréhension et tout. Premièrement, une des lectures qui m'a vraiment été une révélation il y a quelques Maxime, années. Oui, j'imagine que tu voulais partager un écran. l'écran n'est pas partagé. Ben, du moins, moi, je ne la vois pas, là. Je sais pas si je suis la seule. Ah, hein, c'est les petits enjeux. Ah, moi Et qui... voilà. Ah, super. On reprend. Donc, ça explique pourquoi je vous voyais pas. Donc, prise 2. Donc, tadadam. Et j'y vais. Donc, première lecture intéressante. Je ne sais pas si des gens parmi vous connaissent Armand Rossa.
avec son livre Accélération de nos sociétés. Moi, je trouvais ça intéressant de lire ça parce que, étant dans la transition, on est des gens souvent ouverts d'esprit qui se remettent en question. Puis des fois, on se pose la question, là, on prône beaucoup pour la sobriété, le low-tech, mais ça va pas dans cette direction-là. Est-ce que c'est parce qu'on a tort ou parce qu'ils l'ont pas compris? Tu sais, il y a cette mise en question-là. Puis en lisant Armand Rossa, j'ai trouvé une belle réponse parce que je trouvais qu'il cadrait bien, qu'il expliquait bien vraiment notre situation aujourd'hui. On est dans une ère où est-ce que, évidemment, la technologie, l'innovation amène justement, c'est une accélération technique. Donc, que ce soit par l'Internet, les générateurs de texte aujourd'hui, même l'arrivée du cellulaire, la radio, bref, l'accélération technique, l'amélioration technique amène une accélération de la transmission d'informations. Et donc, ce qui pouvait prendre des semaines jadis, ben, finalement, est transmis instantanément, que ce soit un courriel, de l'information, de la coordination, ce qui fait que la technologie nous amène à accélérer nos rythmes sociaux. Donc, nos relations sociales. Donc, on peut travailler, on peut justement opérer plus, on peut se coordonner plus facilement. Donc, en ayant des technologies plus efficientes, ben, on accélère aussi la capacité de se communiquer entre nous. Et donc, de ce fait, ben, il y a une accélération du rythme de la vie qui s'opère et comme la vie a toujours tendance à vouloir s'accélérer, s'optimiser, ben, la technologie évolue en conséquence. Donc, ça fait vraiment un triangle qui amène une accélération constante et qui crée beaucoup d'enjeux dans nos sociétés, que ce soit au niveau du travail où jadis, quand on avait un poste, on pouvait être en sécurité, le garder pour une longue période de temps. Et aujourd'hui, ben, on est vraiment dans un contexte plus de performance. Donc, il y a un côté qu'il faut toujours rester en top parce que on peut se faire remplacer. Et Stéphanie, tu es incroyablement blanche. C'est un peu déconcentrant, mais c'est pas, Désolée. c'est pas grave. Bref. Et donc, que ce soit aussi la transmission culturelle, hein, jadis, on pouvait partager des mêmes des artistes sur une plus longue période. Maintenant, chaque génération a un peu sa culture propre à elle, ce qui fait que c'est difficile aussi dans la relation intergénérationnelle. Donc, c'est quelques éléments qu'Armut a amenés que je trouve très intéressants. Deuxièmement, parallèlement à ça, tout va plus vite, tout s'accélère, mais hein, vous avez peut-être vu passer l'Association de la santé publique qui a lancé un manifeste Ralentir pour notre santé. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas personne aujourd'hui de groupe qui trouve que la vitesse, elle est soutenable. Tout le monde trouve que ça va un peu trop vite, que ce soit les adultes, les personnes aux études, les parents, les travailleurs. Le temps va très vite, on doit, et quand ça va vite, ben, on fait des choix qui sont pas nécessairement bons pour nous. Donc, on peut conduire plus tard, conduire sur des plus longues périodes, prendre moins le temps de se faire à manger, des bons repas préparés, prendre moins le temps d'aller faire du sport ou encore d'être avec ses amis. Donc, cette accélération-là, soutenue par un besoin de ralentir, ben ça montre qu'il y a une divergence entre le rythme de la vie et le rythme qu'on souhaiterait avoir dans notre vie. Et le fait d'aller rapidement, ben, en fait, ça crée justement des décisions qui sont prises parfois avec pas de nécessairement la distance nécessaire. Donc, Daniel Kahneman, avec les systèmes de la pensée, montre que l'humain utilise en moyenne deux systèmes, en moyenne. Il y a deux systèmes principaux en activité. Le système 1 qui est rapide, intuitif, réactif. Nos habitudes sont dans le système 1, donc on pense pas vraiment avant d'agir, on réagit. Et le système 2, où est-ce qu'on peut prendre le temps de plus d'avoir une perspective d'ensemble, une vision plus globale et prendre des décisions souvent plus éclairées. Mais comme quand tout va vite et qu'on doit prendre des décisions rapidement, ben évidemment, il y a des biais cognitifs qui peuvent émerger. Puis certains d'entre eux que je vous présente ici, le biais de confirmation, ben finalement, on va avoir des informations qui vont confirmer nos croyances, qu'on va pour nous soutenir dans nos décisions. On a une aversion à la perte, hein? On veut éviter les pertes plutôt que chercher les gains. Donc, on va déployer plus d'énergie pour rester dans un statu quo plutôt que d'apporter des changements qui pourraient rendre notre situation plus souhaitable ou plus vivable. Donc, il y a ça, il y a le we see what you see is all that is. Donc, on va porter un jugement avec ce qu'on a devant nos yeux. Donc, si c'est une portée limitée, ben, il va nous manquer quand même certaines nuances, certaines perspectives. Puis même le biais d'ancrage, donc souvent la première impression qu'on a sur un sujet, sur une personne, a tendance à rester. Et donc, il faut penser que en étant rapidement, ben, on a nos biais cognitifs qui peuvent biaiser
nos choix. Et ce qui fait qu'on a des choix qui profitent beaucoup à des gens qui veulent qu'on prenne des décisions rapidement. On est dans un monde qui maximise le profit à court terme de l'individu. Donc, on est beaucoup dans le court-termisme, ce qui fait qu'on prend des décisions collectives qui sont pas nécessairement euh, bénéfiques pour l'ensemble de notre société et surtout vers où on se dirige. Et là, je pense, on est dans un ère que j'appelle vraiment en toute humilité, là, où est-ce qu'il y a une guerre des imaginaires, une lutte des imaginaires, où est-ce que d'un côté, on a des gens qui prônent vraiment le vivre ensemble, l'agriculture locale, le partage, la mutualisation, le lien avec la nature présent, et d'un autre côté, ben, un peu la performance, la consommation, le statut social élevé, la capacité de voyager sans limite. Donc, il y a vraiment une guerre entre ces deux mondes-là. Puis quand je dis une guerre, c'est une guerre dans nos imaginaires, c'est les croyances des gens, c'est les aspirations des gens sont différentes, mais on sait très bien, surtout si on est aussi aujourd'hui, que il y a peut-être un mode de vie qui va être plus soutenable à long terme pour notre planète et nos sociétés que l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Je pense qu'on est plusieurs à agir dans cette direction-là. Comme le dit Stéphanie, il y a quelques années, on avait déjà eu cette intuition que pourquoi on sentait que la transition avançait pas à un rythme satisfaisant, c'est qu'on n'avait pas de point de destination souhaitable qui était mis de l'avant. Souvent, ce qu'on nous montre, c'est plus qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qu'il faut changer, mais c'est difficile de se dire, ben, je vais changer mon comportement quand tout ce que je sais, c'est ce que je dois pas faire. Mais maintenant, si je fais vers quoi ça va me mener? Donc, c'est là qu'est tombé dans notre vie la fraise des nouveaux récits, qui est venue vraiment apporter une méthodologie, une connaissance, même une théorie pour amener, pour montrer l'impact des nouveaux récits qu'ils peuvent avoir sur nos comportements. Et pourquoi le récit? Hein? Ben, le récit, ça fait des dizaines de milliers d'années qu'il est présent dans nos sociétés. Ça a été même un des éléments au cœur de nos sociétés en tant que telles, parce qu'il fut un temps jadis où les groupes d'humains qui habitaient ensemble, si on parle il y a plus de 70 000 ans, ben c'était plus tribal, c'était plus des petites tribus de gens qui devaient se tenir ensemble pour survivre dans des conditions plus difficiles, plus sauvages. Et donc, à un certain moment, il y a eu ce qu'on appelle la révolution cognitive qui a amené l'avènement du récit imaginaire. Et donc, les gens, par le développement du cerveau, ben, il y avait des ondes langagières plus développées qui amenaient une capacité de communiquer plus clairement des éléments précis. Et donc, le récit est né. Puis, que faisait le récit il y a 70 000 ans? Ben, en fait, il aidait à donner une explication au mystère du monde, puis aux mots qui frappent les sociétés. Hein? Comment on veut expliquer ce qui nous entoure. Le récit sert à ça, expliquer notre compréhension du monde. Donc, c'était une des premières éléments de légitimer un pouvoir politique ou pourquoi il y a certaines hiérarchies, égalités, de permettre aux humains d'accepter qu'ils sont mortels. Hein? C'est comme, oh, acceptons la vie. Hein? Qu'est-ce que la vie? C'est une question qui est millénaire. Puis légitimer les interdits puis les codes moraux. Donc encore là, les comportements à adopter puis les comportements à ne pas faire. Et somme toute, ce que ça a permis de faire, c'est de créer du lien social. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en partageant des mêmes récits, en partageant des mêmes codes culturels, des mêmes normes, ben, on a pu passer de gens qui étaient des dizaines, voire une centaine d'individus par tribu à des groupes de gens comme aujourd'hui, qu'on est des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui habitons ensemble, puis en partageant les mêmes récits, il y a une certaine confiance qui s'installe, où est-ce que l'autre n'est pas un danger pour moi a priori, parce qu'on partage des mêmes codes. Les récits aussi, ce que ça permet de faire, ça aussi c'est par observation, c'est que ça permet de rendre désirables des solutions ou des actions qui sont peut-être encore un petit peu plus marginales aujourd'hui. Dans le graphique ici, ce que j'ai tenté de démontrer vraiment pour expliquer, là, c'est pas une recherche scientifique, c'est plus une matérialisation de ce qui était dans ma tête. Ben aujourd'hui, il y a des récits dominants là, que j'ai représentés par des petits octogones qui mettent en place, qui sous-tendent des normes sociales, l'auto-solo, la surconsommation, le voyage, que c'est la réussite est par le voyage et tout. Donc, on a des récits dominants qui sont en place puis qui tiennent en place certains comportements. Mais on sait que il y a des comportements aujourd'hui qu'on doit faire évoluer vers des comportements qui ont moins d'impact
socio-environnementaux, donc qui sont plus alignés avec ce qu'on appelle l'économie du donut, que vous connaissez peut-être, qui dit que tout développement ou toute action doit prendre en compte les limites planétaires et les planchers sociaux. Donc, il faut pas exploiter la nature plus qu'elle peut se régénérer, et il faut pas que cette mise en place de de ces nouvelles actions-là soit aux dépens de gens qu'on va exploiter, pris un petit peu plus, là, comme on voit des gens là, qui sont sous-payés ou qui ont des conditions très précaires, mais qui c'est pas soutenable pour une population, une société saine à long terme. Et donc, les nouveaux récits que j'ai mis comme des petites étoiles rouges, c'est toutes les nouvelles façons de faire, les idées, les innovations qui aident à faire évoluer une norme, par exemple la voiture solo, vers une norme dominante aujourd'hui, vers une norme souhaitée. Donc, peut-être plus de covoiturage, de transport actif et tout. Donc, ces nouveaux récits-là peuvent rendre possible dans la tête des gens des nouveaux comportements et donc amener la norme à évoluer. Puis, l'évolution des normes, vraiment intéressant ici. Euh, les normes, je trouve que ce petit graphique-là représente bien. Une norme est entourée d'un certain nombre de récits qui lui permettent de la justifier et de la garder à la place. Quand on a un nouveau récit ou une nouvelle possibilité de norme, ben, il y a certains individus qui vont vouloir tendre vers cette norme-ci, mais il y a des gens qui vont résister, qui vont être réfractaires, donc il va y avoir une certaine cristallisation de certains comportements ici, mais ça amène quand même une évolution de la norme. Et donc, la norme se déplace et le but, c'est qu'éventuellement, elle devienne une nouvelle norme. Donc, que les actions souhaitées, soutenables, ben, ça soit adopté par une majorité de gens. Mais il y a comme une transition à faire. Fait que c'est vraiment ça, moi, un peu mon cadre théorique ou comment je vois les récits avoir d'un impact ou les nouveaux récits avoir de l'impact dans un monde de communication puis de mobilisation dans lequel on œuvre. C'est par, justement, rendre désirable ces comportements-là et d'amener des changements de comportement chez les gens. Et donc, la fraise des nouveaux récits était une très belle façon de le faire parce que justement, on vit une expérience avec des gens qui se connaissent pas nécessairement, où est-ce qu'on rêve ensemble, on comprend aussi l'impact des récits dominants. Et donc, quand on rêve ensemble, ben, finalement, on finit par rédiger des récits tellement inspirants que c'est difficile d'arrêter de l'animer. On se promène partout, puis les récits sont jamais pareils exactement. Donc, il y a toujours des nouveautés, des surprises. Et donc, c'est vraiment un moment qui est vraiment inspirant puis enrôlant. Puis on vit un beau moment ensemble positif. Ça fait du bien aujourd'hui aussi de pas juste s'opposer à, mais de construire vers. Et pour ceux qui connaissent pas nécessairement la fraise des nouveaux récits, je me suis rendu compte que pour moi, c'est très présent dans ma vie, mais c'est relativement récent, on pense au Québec. Ben, les fraises, ce sont des ateliers ludiques participatifs qui aident à faire comprendre des sujets parfois complexes parce que on amène ça visuellement, puis d'une façon visuelle où est-ce qu'on peut déplacer et jouer avec. Donc, il y a toujours une première partie dans les fresques, là, parce qu'il y a plusieurs fresques, hein. Vous connaissez peut-être la fresque du climat, il y a de la biodiversité, de la mobilité durable, du numérique et des nouveaux récits. Ben, il y en a des centaines en fait. Et donc, il y a toujours une première partie avec des cartes où est-ce que les gens, ensemble, sont amenés à trouver du lien, faire des flèches pour trouver les causes à effet et comprendre justement ici des éléments dans nos récits actuels. Donc, dans le Fraise et Nouveaux Récits, on va traiter de l'éducation, de la publicité, de l'infobésité, des récits alarmistes, mais aussi de l'environnement. Donc, pourquoi on en est rendu où on en est aujourd'hui, mais d'un facteur évolutif. Donc, c'est la première partie de la fresque. Pour la deuxième partie, ben, les gens se mettent en équipe de quatre et justement co-créer un nouveau récit ensemble. Ils vont penser aux personnages, aux normes qu'ils veulent faire évoluer, aux péripéties qui vont avoir lieu. Ils vont mettre ça dans un fil rouge, une chronologie d'action, puis ensuite on va rédiger un récit de ce qui s'est matérialisé comme histoire devant nos yeux. Donc, j'ai mis quelques petites photos ici prises sur le vif, puis je sais pas si vous remarquez quelque chose, mais c'est plaisant. Les gens rient, on s'amuse, on crée ensemble, c'est inspirant. Même en bas, je trouvais ça cute. C'était pas voulu, mais on dirait que dans l'inconscient, ça s'adresse à des gens de tous âges aussi, là. J'ai des personnes plus âgées comme des enfants qui viennent dessiner en images le récit que leurs parents auront co-construit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien puis qui s'adresse à plusieurs types de publics.
Et à la fin, ben, on se retrouve avec quoi? Un récit. Là, j'ai mis juste une petite idée de un récit. C'est un récit, un titre, un texte, puis à la fin de la fresque, on lit les récits de tout le monde, puis on a des glimpses de futurs souhaitables qui font dire, ben oui, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Finalement, on veut tous la même chose. Ben pourquoi on le fait pas? Donc ça génère beaucoup d'optimisme, d'espoir, puis de pouvoir d'agir. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment formidable à vivre. Mais justement, à force d'animer cette fresque-là, moi, ça fait 3 ans, je n'ai plus trop compté, mais ça fait plus d'une cinquantaine d'animations. Là, j'ai dépassé le 1000 personnes de fresqués. Et rapidement, à force d'entendre les histoires, je me suis dit, ben, c'est drôle, hein? On fait des histoires, mais c'est pas juste utopie. Il y a aussi une notion de rendre ça réaliste, pragmatique. Donc, quand on lit les histoires, des fois, on dit, hey, c'est pas bête, hein? Même certaines personnes disent, surtout en France, qui est plus active depuis quelque temps, ils disent, des fois, on remarque même que ce que les gens écrivaient comme récit, ce qu'ils souhaitaient, ben, 2 ans plus tard, ça devient quelque chose de plus incarné, d'ancré. Donc, il y a un petit côté où est-ce qu'il y a des éléments qu'on souhaite, mais qui finalement se réalisent. Donc, moi, ça m'inspirait, parce que je me disais, ben, s'il n'y avait pas une clé dans tout ça, est-ce que dans les récits, y a-t-il des tendances par territoire? Y a-t-il des rêves qui reviennent? Y a-t-il des stratégies qui sont dominantes? Donc, ça a commencé à me titiller dans la tête, puis je me suis dit, ben, pour en avoir le cœur net, ben, je vais aller un peu partout. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire la tournée de la fresque des nouveaux récits que vous avez peut-être vu passer. Et cette fresque-là, l'année dernière, en 2025, j'ai fait 22 animations, j'ai rejoint près de 500 personnes qui ont participé à l'atelier. Ce qui nous a amené, là, en ce moment, c'est écrit 70 récits. Là, on est plus rendu dans l'ordre de 80 récits caractérisés, c'est-à-dire transcrits, lus pour voir c'est quoi la norme qui a voulu être évoluée, vers où on a aspiré, quelles ont été les stratégies. Donc, plein de petits détails, là, puis quelles ont été les thématiques abordées. Plein de petits détails pour nous aider à avoir comme une vision collective de ces récits-là, pour pouvoir comparer certains éléments. Puis, je me suis promené quand même à plusieurs endroits au Québec. J'ai même été au territoire du Nord-Ouest dans les communautés francophones. Et j'ai animé aussi à Vancouver dans les communautés francophones des Fresques. Fait qu'il y a il y a des récits qui viennent d'un peu partout. Et donc, euh, un autre élément qui était très inspirant à la base, je ne sais pas si vous connaissez James Suryowicki qui écrit Wisdom of Crowds. Puis Wisdom of Crowds part de la prémisse que, là c'est écrit en anglais, mais sous des bonnes conditions, des groupes diversifiés, des grands groupes de personnes sont meilleurs à prendre des décisions et des estimations que même les meilleurs experts parmi eux. T'sais. Pas parce que les personnes sont super intelligentes, mais parce que les nuances, les différences entre les personnes, ben des fois on est des biais individuels, hein? Donc quand on a plusieurs personnes de différentes provenances, de différentes capacités intellectuelles, ben finalement on est capable de, sous un problème, le voir de plein d'angles. Et donc la solution est souvent plus robuste parce elle traite de la vision plus collective. Et donc, c'est vraiment ça qui m'inspirait avec Wisdom of Crowd, c'est que je me disais, est-ce que parmi les rêves qu'on collecte, on n'a pas une solution vers la transition qui se dessinerait dans l'intelligence collective? Et donc, ce que je trouve bien, c'est que dans le fond, James, de son petit nom, dit, quand on dit under the right condition, mais c'est quoi les bonnes conditions? Ben, il faut que ce qui soit généré dans l'intelligence collective, ça a la possibilité d'être agrégé, donc de capacité d'être catégorisé ou caractérisé d'une certaine mesure pour être comparé entre eux, voir des moyennes, des sommes et tout et tout. Il y a aussi le besoin d'avoir une diversité cognitive, comme je le disais, donc d'avoir des gens, pas juste des experts, mais aussi des amateurs de tels sujets pour avoir vraiment un spectre large d'individus, puis aussi de différentes provenances culturelles, de différents âges. Puis finalement, le point important, c'est l'indépendance des opinions. Il ne faut pas que les gens cherchent à plaire. Idéalement, les gens sont pas nécessairement conscients de ce que les autres disent pour avoir vraiment ce qu'ils pensent vraiment. C'est important que les gens donnent leur avis personnel. Donc, quand on a ces éléments-là recueillis, ben finalement, on se retrouve à pouvoir utiliser, explorer la sagesse des foules, puis avoir une réponse juste. Puis ce que James en fait, dans son exemple le plus fameux, c'est qu'il dit, il y a le concours
la jarre de jelly beans, il dit, en fait, si je demande à un public de dire combien il pense qu'il y a de jelly beans dans cette jarre-là, dans ce pot-là, ben en fait, la moyenne de tout le monde va toujours être plus près de la bonne réponse que la personne qui va avoir fait la meilleure prédiction. Donc, on est vraiment avec des écarts très minimes. Donc, c'est en observant ça qui s'est dit, finalement, collectivement, on est pas mal plus précis dans nos choix qu'individuellement. C'était son point de départ. Donc, là, j'ai commencé à caractériser les récits, mais qu'est-ce qui sort dans les récits? Quelles sont les thématiques qui sont plus souvent abordées? Ben, ici, j'ai fait une petite différence parce qu'il y a des sujets qui sont souvent abordés explicitement. Hein? On veut traiter l'individualisme, contrer l'isolement, on veut faire de l'économie circulaire. Donc, dans des récits, il y a des thématiques qui sont vraiment traitées explicitement. Et ici, vraiment, on peut voir que l'individualisme, l'isolement vers aller vers des communautés de partage, d'entraide, c'est ce qui arrive dans 25, dans un quart des récits va traiter explicitement de ce sujet-là. Ensuite, on est plus dans des solutions vers l'économie circulaire, éviter le gaspillage, la surconsommation. On peut penser aussi au logement, avoir des logements pour tous, avoir des logements collectifs aussi. Ce sont des sujets qui viennent dans respectivement autour de 10% des récits. L'auto solo vers des mobilités plus conscientes collectives. Encore là, on est plutôt vers le 7-8%. Puis d'autres sujets qui reviennent, mais qui sont un petit peu moins nommés explicitement à chaque fois. Donc, l'avion, aller plus vers le voyage lent, le lien de l'humain avec la nature, comment on peut plus être en communion avec elle, etc. Puis, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a aussi des sujets qui sont traités implicitement, c'est-à-dire qu'on le traite pas directement, mais on peut le voir émerger en lisant puis en comprenant que c'est pas dit directement, mais on mentionne tel sujet. Donc, en ce moment-là, là vraiment, c'est intéressant parce que dans les récits, l'individualisme vers la communauté, on est plus près de 80% des fois où est-ce qu'on parle on fait allusion à ce sujet-là. Donc, on voit que c'est très, très, très important dans les rêves collectifs de sortir de l'individualisme. Il y a un élément vraiment intéressant aussi de innovation, solution créative, c'est que les gens quand ils trouvent des péripéties, ben, ils innovent, ils trouvent des solutions, ils sont créatifs. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'ils cherchent pas à innover, mais en trouvant des solutions, ils innovent. Donc, implicitement, l'activité amène les gens à réfléchir, à créer ensemble et donc à innover. Donc, ça, c'est vraiment drôle. Le partage, la mutualisation, la générosité, l'entraide, là, près de 44% des récits, c'est vraiment quand même très présent. Le lien avec la régénération de la biodiversité, aussi un tiers des récits. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs sujets certaines tendances qui sont récurrentes. Et donc, ça nous amène à avoir certains constats. Hein? Toudoudou. Donc, là, c'est le fun, là. C'est la partie, parce que ce qui est le fun de cette démarche-là, c'est qu'elle est partie d'une idée. Fait que de commencer à avoir des constats, pour moi, c'est les fruits qui sont générés d'une démarche qui, au départ, a appris en cours de route à se structurer. Donc, c'est vraiment génial d'en arriver là. Donc, vraiment, un premier constat à travers les récits, ben le passage du jeu au nous, c'est vraiment central. Hein? Donc, près de 75% des récits, ça touche ce développement humain-là. On est dans la générosité et le partage. Donc, c'est pas juste une thématique, c'est comme le méta-récit de la tournée en ce moment. C'est vraiment, il faut passer du jeu au nous. Il faut travailler ensemble. Il faut être ensemble. Il faut vivre ensemble. Donc, ça, c'est un premier constat. Le deuxième, l'alimentation, hein, s'alimenter, c'est pas juste se nourrir, hein, c'est même un acte politique culturel. Hein. Donc, c'est pas que souvent le sujet n'est pas l'alimentation, mais pour créer du lien, pour être ensemble, pour apprendre à se partager des idées, ben les gens vont amener des moments de s'alimenter ensemble, de partager un repas. Donc, c'est un rituel qui est vraiment inclusif, universel, c'est moins menaçant. Tout le monde mange, puis il n'y a personne qui refuse une bonne tablée. Donc, manger ensemble, c'est reconstruire notre société. Ensuite,
l'enfant comme figure morale. L'enfant voit ce que les adultes ne voient plus. C'est un archétype qui est mobilisateur, qui est très récurrent après la communauté. Donc, on pense aux enfants, on veut les inclure, mais on le voit aussi apparaître sous forme inversée. Donc, l'adulte peut se souvenir de ce qu'il percevait comme étant enfant. Donc, ça peut lui faire des reflets. Puis ça, on peut le voir, là, vous avez commencé à avoir des petits passages de récits que j'ai collectés, mais dans le récit, il était une fois le plaisir de vivre, qui a émergé dans les territoires du Nord-Ouest, justement, son père n'en revenait pas parce qu'il voyait tout à coup en sa fille, lui, quand il était plus jeune. Donc, c'est les façons dans les récits où est-ce on peut voir ces thématiques-là être abordées. Ensuite, le voyage lent comme révélation expérientielle. Train, voilier, traversier, le voyage, c'est pas une contrainte écologique, c'est une découverte de soi puis des autres. C'est le chemin devient la destination. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent dans ces récits-là, le voyage est un instigateur du changement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de se dire, ah, on aime voyager, mais vraiment de promouvoir le voyage lent peut amener un éveil des consciences parce qu'on prend le temps de ralentir aussi, de mieux connecter avec les lieux, tout ça. Donc, même dans les récits, ça se voit, hein, les voyages de Jonathan à l'Université de Sherbrooke le 10 février, le voyage devenait la destination, le chemin pour se rendre à la destination faisait partie du voyage. Donc, c'est une façon de présenter ce point-ci. Puis finalement, comme je le disais, l'innovation comme moteur invisible, donc il n'est pas explicitement mentionné, mais il est très présent implicitement. Donc, les gens doivent innover en cherchant des solutions. Donc, c'est vraiment, même je pense qu'à un moment donné, je vais vraiment aller chercher c'est quoi les innovations dans chacun des récits pour voir s'il n'y a pas des bonnes idées qui ne sont pas encore étendues dans nos pratiques. Mais je trouve ça intéressant de voir ça comme le génie collectif silencieux de la tournée. Donc, il y a vraiment une matière à aller explorer. Donc, voilà 5 constats que j'ai pu faire à travers la récit. Maintenant, les stratégies. Hein. Qu'est-ce que les gens mettent en place pour faire changer les comportements puis tendre vers des nouvelles actions. Le premier, qui revient vraiment souvent, la mutualisation d'objets et de savoir, que ce soit des bibliothèques, des outils, des plateformes de troc, du covoiturage, donc de se partager, entraider, c'est vraiment une stratégie qui revient très souvent dans les récits. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'entraide matérielle, elle précède et génère l'entraide sociale, donc jamais l'inverse. Donc c'est vraiment en commençant par un petit pas qui est plus un partage de une perceuse, on va dire, dans son quartier, finalement au fil du temps, ça crée du lien, puis à ce moment-là, on est plus dans du lien solide où est-ce qu'on se partage plus juste des outils, on peut se partager des connaissances, on peut peut-être garder l'enfant l'un de l'autre à un moment donné, il y a une certaine proximité qui se crée. Ça, dans certains récits, on peut le voir avec des passages comme j'ai donné quelques heures de volontariat dans un potager communautaire. En échange, j'ai partagé un repas délicieux avec les bénévoles. Ou encore, Partage Club. Ça me fait penser à Partage Club, là, cet aspect-là. Mais les différents échanges d'objets ont mené à des échanges de conversations. C'est une véritable communauté qui s'est développée. Donc ça, c'est des passages, des récits qui ont émergé. Donc, ça montre cet élément-ci. Deuxième stratégie, transformation de l'existant plutôt que la construction du neuf. Hein. On reconvertit des parkings, on transforme des rails abandonnés en voies ferrées électrifiées, on rénove plutôt que démolir. Donc, c'est pas juste parce qu'on n'a pas les moyens de faire quelque chose de neuf, c'est parce qu'il y a une philosophie du réemploi qui est intégrée dans les réflexions des gens. Donc, c'est encore là, c'est des stratégies émergentes très présentes dans les récits qui montrent que c'est important de changer de cap et de perspective sur nos façons de faire plutôt linéaires et extractivistes. On extrait pour jeter finalement au bout du compte. Dans des passages, le choix de réutiliser et transformer l'existant plutôt que de continuer à étendre les infrastructures a marqué un vrai tournant. Chaque fois que je marche dans le quartier, je vois les stationnements transformés en champs et les trottoirs remplis de framboises. Donc, c'est des façons qu'on peut percevoir justement cette transformation, cette réutilisation du territoire à d'autres fins. L'éducation des jeunes, encore là, dans près d'un tiers des récits. Oui, il y a des jardins à l'école, il y a des classes citoyennes, mais il y a aussi un aspect d'intégrer les enfants à nos activités, nos réflexions. Parce que les enfants, c'est des engins de changement, hein. C'est eux qui vont prendre les décisions de demain, mais c'est aussi un vecteur vers les parents. Donc, la connaissance, ça ne fait pas juste descendre, elle remonte, hein, elle revient, elle nous est reflétée de par les enfants.
Donc, Laura, dans un beau récit là, sur la ferme Ramille, j'ai été capable de voir pousser les légumes et les fruits que j'avais plantés au printemps avec mes amis. Mes parents et mes voisins me demandent maintenant mon expertise comme jeune horticultrice. Ou encore, ces enfants sensibilisés ont ensuite transmis leur nouveau savoir à leurs parents et de nouvelles normes se sont tranquillement formées dans la ville. Désolé pour ce petit chat dans ma gorge. Donc, c'est des façons de voir comment la jeunesse peut être impliquée, ou plutôt l'impact de la jeunesse, puis ça montre à quel point c'est important de les amener avec nous dans nos décisions aujourd'hui. L'engagement politique, un autre point. L'engagement politique, c'est un passage naturel. Ce qui est important ici, que ce soit par des consultations citoyennes, des conseils de quartier, des pressions sur les chefs de parti ou la création de partis ou de mouvements, ben la politique est indispensable, mais c'est jamais ça qui est le précurseur. Il faut tout le temps un élan citoyen. Donc, le politique réagit à mais il précède jamais l'élan citoyen, dans les récits du moins, c'est le constat que je parle. Donc, c'est encore là, c'est vraiment intéressant parce que souvent on dit ah, c'est aux politiciens de faire les choses. Ouais, ben on dirait qu'on ce que je vois ici, moi, c'est oui, les politiciens vont embarquer, mais si les gens vont dans cette direction-là, fait qu'il y a un côté de peut-être voir qui doit être l'instigateur de ces réflexions-là. Des petits exemples ici dans les récits, comme la pression populaire a obligé les gouvernements à investir davantage dans les transports collectifs, où le gouvernement provincial, sidéré par cet élan citoyen, a lancé un programme de soutien. Donc, c'est des façons qu'on peut voir ces éléments-là se répertorier. Ou même une phrase que je trouve vraiment géniale, on est peut-être des sans-abri, mais on n'est pas des sans-dessin. À travers cette phrase-là, je trouve qu'il y a quelque chose de... c'est marqué chez Roger, on sent la personne qui est impliquée. Moi, ça me fait penser, passe-moi à pas quand je vais en marquer des buts, des colloques, là. C'est très humain de voir que finalement, on n'est pas, même si des fois on n'est pas aux premières loges, on est quand même conscient de ce qui se passe, puis on veut des choses différentes. Et finalement, une cinquième stratégie aussi qui est quand même assez présente, des taxes, des législations pour vraiment ancrer les comportements. Donc, que ce soit, bon, taxes sur le plastique, des interdictions de certaines publicités, l'utilisation de crédits carbone ou même des certifications. Encore là, c'est une approche normative qui elle est assumée, ça devient une évidence, mais encore là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a un mouvement qui va dans cette direction-là. Donc, c'est ça qui facilite la mise en place de cette stratégie-là. Exemple, maintenant que toutes ces publicités de malbouffe sont interdites, il est temps pour moi de passer à l'action et de mener mon projet à l'étape d'après. Ou encore, les gouvernements n'ont pas eu le choix. Ils ont dû suivre la population dans son intérêt pour l'autosuffisance. La sensibilisation avait fonctionné grâce à des élus engagés. Le gouvernement provincial a mis en place des réglementations, a fixé des prix, des normes de qualité des aliments, des règles d'affichage. Les épiceries se sont transformées en avalanches de produits bio plus locaux et accessibles. Donc, encore là, on voit comment même ces législations permettent de tendre vers ce qu'on sent qui est encore là une avenue plus inspirante. Donc, voilà certaines stratégies. Maintenant, fort de tout ça, avec des centaines de récits, il y a certaines recommandations qui émergent. Puis ça, les gens en communication, même Jen, tu vas pouvoir peut-être me cibler un peu cet angle-là. Mais le premier, c'est souvent on parle de la transition comme une action à faire, quelque chose même de moralement bon, tout ça. Mais il y a un angle qui est sorti vraiment à travers les récits, puis c'est le soulagement de voir la transition comme étant un soulagement. Euh, Parler de ce qu'on aura pu apporter, le stress de la voiture, la pression des vacances trop courtes, l'isolement, de faire seul. Donc, de voir la transition comme quelque chose pour se soulager de ce qui n'est plus soutenable aujourd'hui et quand même un angle intéressant qui va aller chercher peut-être un nouveau public. Donc, c'est pas un sacrifice, la transition, c'est une libération. Donc, c'est même ce qu'on fait avec nos mandats. On accompagne présentement là, une université sur le territoire de la Mauricie ou même des municipalités, puis d'aborder, de voir ça comme un soulagement, ça nous offre des possibilités de communication complètement différentes qui sortent de l'ordinaire, mais qui nous amènent à être moins moralisateur, puis d'être plus à être une invitation au changement. Après ça, on organise des événements, hein, des concertations, tout ça. Il y a un côté, comment on peut faire ensemble autour de l'alimentation. Hein? Donc, des fois, c'est pas de traiter de sujets alimentaires, mais c'est d'inclure l'alimentation, le manger ensemble dans nos activités. Donc, c'est un rituel de mobilisation qui est universel, qui est
pas menaçant, comme je le disais un peu plus tôt. Puis, il y a l'idée aussi qu'on change pas le monde avec des gens qu'on connaît pas. On commence par partager une bonne tablée. Donc, il y a comme ce côté-là convivial qui est important à mettre en place pour mobiliser les gens à vouloir agir ensemble. Puis finalement, je le trouvais vraiment intéressant aussi. Tu sais, on parle beaucoup de revégétalisation, de planter des arbres, tout ça, mais ce qu'on voit, c'est dans les récits, c'est pas un truc frappant de comme les gens vont aller planter des arbres, tout ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déminéraliser, puis la nature va reprendre sa place. C'est plus cette optique-là qui est mise de l'avant, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, plutôt que planter des arbres, qui est une approche active, on priorise la déminéralisation des surfaces, puis on va laisser la biodiversité rester revenir d'elle-même. Donc, le geste, c'est pas de construire la nature, c'est d'arrêter, d'empêcher la nature de prendre sa place. Fait que, encore là, je trouvais ça intéressant, ce qui émergeait à travers les récits des gens, puis comment finalement on avait une approche beaucoup plus passive du verdissement, qu'on laissait faire, puis finalement ça prenait sa place. Puis j'ai comme un peu l'idée qu'en voyant le taux de succès des fois du reboisement, ben, je pense que la nature est la meilleure pour savoir qu'est-ce qui doit pousser où et quand. Donc, bref, c'est sûr qu'il y a des espèces invasives. Encore là, c'est ne pas prendre tout ce que je dis à 100%, mais c'est quand même des directions inspirantes. Et donc, ça, c'est ce qu'on a eu comme premier élément de la saison 1 des tournées. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça amène vraiment des questionnements, ça vient confirmer aussi certaines directions, puis ça ouvre la porte à, tu sais, ça fait quand même 12 ans qu'on œuvre dans la communication environnementale, puis on a vu des nouvelles pistes qu'on n'avait pas nécessairement vues avant. Donc, il y a quelque chose de le fun, justement, de commencer cette tournée-là. Puis là, on va vers une deuxième année de tourner des nouveaux récits, puis il y a des choses qu'on veut capter en plus, parce que là, ce qu'on récolte principalement en ce moment, c'est des récits, mais dans la saison 2, on va pouvoir faire passer un questionnaire aux gens pour voir aussi c'est quoi leur lien avec la nature, c'est quoi l'ouverture au changement ou dans leur capacité justement à innover ou à rester dans les traditions, tout ça. Donc, vous voyez à droite, là, c'est un peu les résultats d'un sondage qui n'est pas dans le lien avec la campagne en tant que telle, mais qui est en lien en parallèle, mais qui permet de montrer que ces questions-là qu'on pose sous une forme de continuum, qu'on invite les gens à se placer, ben, ça nous permet de voir des tendances. Ici, on est par rapport à l'auto-solo pour le déplacement, puis juste pour vous rapidement vous montrer comment ça peut opérer, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une routine, puis qui sont très satisfaits dans leur routine, ils ont pas vraiment envie de changer leur, euh, leurs habitudes de mobilité, mais on voit aussi qu'il y a des gens qui se remettent en question puis qui sont prêts à se réinventer. Donc, déjà, de savoir quel type de comportement, quelles tendances sont présentes sur un territoire donné, ben, c'est intéressant parce que ici, ben, on va pouvoir voir aussi c'est quoi les récits associés aux gens qui vont être plus conservateurs, mais aussi c'est quoi les récits qui sont portés par des gens plus progressistes. Donc, ça nous permet de voir, est-ce qu'il y a même des récits passerelles? Y a-t-il des récits que tout le monde adopte? Est-ce qu'il y a des récits transitoires? Des récits avec des gens qui sont peut-être pas prêts à changer complètement de comportement maintenant, mais qui ont une ouverture déjà à faire différemment? Est-ce qu'il y a des types de récits ou des sujets, des thématiques, des stratégies qui vont être présents dans ces tendances-là, qui vont pouvoir nous aider à faire un pont entre les gens un petit peu plus conservateurs et les gens progressifs? Donc, c'est ça qu'on va pouvoir aller explorer dans la prochaine année. Puis notre but aussi, c'est d'avoir un certain guide avec des recommandations stratégiques globales, mais aussi par territoire de ce qu'on va pouvoir avoir observé. Fait que si vous êtes sur des territoires puis vous voulez trouver ça intéressant, justement, cette idée-là d'utiliser l'intelligence collective pour se donner des pistes, pour peut-être innover ou même pour fédérer, surtout concerter les gens quand les gens se sentent reconnus. Puis des récits, c'est très émotif, c'est très personnel aussi. Fait qu'on on traite pas les choses, les sujets d'un sujet qui est très factuel. On va chercher ce que les gens connaissent, puis leurs sentiments ils ont l'impression d'être écoutés, d'être reflétés. Hey, vous nous avez compris. Tu sais, ça, c'est vraiment les éléments qui ressortent en ce moment de nos démarches. Donc, on veut pouvoir voir à plus grande échelle qu'est-ce qu'on va pouvoir voir émerger. Et là, Stéphanie, est-ce qu'il y avait des petits éléments ici que tu voulais ajouter? Et non, dans le sens qu'il y aurait plein de choses que j'aurais envie de dire, mais tu fais très, très bien, tu fais très, très bien le travail, puis je vois le temps passer, mais j'ai juste envie de dire que par expérience, juste d'aller à la rencontre des gens, de leur poser des questions, le fait qu'ils sont entendus, premièrement, ils aiment raconter leurs histoires, et Oui. deuxièmement, ça l'ouvre.
ça l'ouvre leur perspective à savoir, mais c'est quoi le projet? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et donc, ils ont cette écoute envers l'enjeu, puis systématiquement, ça les touche et ça l'ouvre la conscience, en fait. Ça leur donne envie d'en savoir plus ou de rester à l'affût sur la suite. Donc, c'est vraiment un outil, finalement, de sensibilisation. Le récit est un peu la méthode en soi aussi, déjà pour amener un premier bout de changement de comportement. Et puis là, ben, je pense que tu vas peut-être le dire, mais tant qu'à être sur le sujet, on a vu finalement aussi qu'à travers des ateliers stratégiques, juste d'amener la conversation, puis de présenter un peu ce qu'on est en train de faire, mais ça l'amène les gens à faire comme, ah, c'est vrai que peut-être je pourrais moi-même changer mon Oui, comportement puis essayer quelque chose de nouveau. Donc, juste de ces rencontres-là, on a vu des gens qui, justement, adoptaient des nouveaux comportements parce que finalement, des fois, c'est pas tant qu'ils ils veulent rester dans leurs habitudes, c'est qu'ils pensent pas parce que justement, tu sais, le fait que tout va vite, on réfléchit pas nécessairement, mais ça nous enlève cet espace, ce temps pour finalement penser aux autres perspectives, puis des fois juste le temps de s'arrêter nous permet de faire comme ben moi aussi finalement je pourrais faire quelque chose d'autre, puis le petit pas ben nous donne envie finalement de continuer. Donc voilà Maxime, je te laisse continuer. ben non, mais c'est super. Je me dis que c'est tellement intéressant. Je devrais plus te laisser au courant des rencontres, donner ton petit mot. Mais oui, puis c'est positif aussi. Hier, on était justement à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis il y avait des gens évidemment, des institutions académiques qui collaborent à excusez-moi, une initiative pour augmenter la mobilité durable sur les campus. Mais il y avait aussi des gens de la ville, des gens de la société de transport, des groupes aussi, des organisations de mobilité qui étaient présentes. Puis ce qu'une des conseillères municipales a dit d'emblée, c'est wow, c'est le fun d'entendre du positif. Parce qu'on souvent entendre d'entendre ce qui ne marche pas, donc des fois ça peut être démoralisant. Donc de bâtir aussi avec ce qui va bien, ce qui fonctionne, d'être au moins de l'entendre que c'est pas juste tout va pas juste mal. Donc c'est quelque chose de constructif, d'inspirant, puis ça amène beaucoup de mobilisation, puis il y a vraiment ça crée, on sentait là un beau moment où est-ce qu'on sent que là on est plusieurs à table, puis on va pouvoir collaborer ensemble pour la suite des choses. Et là, Stéphanie, moi aussi, j'ai regardé le temps, puis vu qu'il reste juste 10 minutes, j'avais peut-être le goût d'ouvrir rapidement. Est-ce qu'il y avait des constats? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou Oui, Shiraz. Tiens. Merci Maxime pour cette belle présentation comme d'habitude. Je dirais, moi, quand j'ai vu un peu les récits, les nouveaux et tout, je voyais comme la dimension environnementale et sociale, et c'est quand même pas une surprise, qui sont quand même assez dominantes dans les nouveaux récits et les préoccupations qui émergent. Et je m'étais dit, bon, ok, moi j'ai participé j'ai suivi le premier webinaire, j'ai participé à l'événement à la Maison de développement Hum. durable, et c'est parce que j'ai une certaine sensibilité par rapport à ces dimensions-là. Ce sont des choses qui m'interpellent, ce sont des choses qui m'amènent à me poser des questions et Oui, à vouloir agir, etc. Et la question qui m'est venue en tête, et je pense que ça rejoint un peu ce que tu veux faire pour la saison 2, c'est que si j'avais pas cette sensibilité-là, si j'avais pas hum, euh, comment dire, j'étais comme, ouais, ouais, favorable, cette c'est envie ça, favorable cet d'emblée. état Ouais, d'esprit qui était favorable ouais, au fait de vouloir que les choses oui. changent et se fassent autrement. Est-ce que les résultats auraient été différents? Est-ce que l'exercice a été fait avec des personnes qui ont peut-être d'autres paradigmes, qui sont plus dominants dans leur Oui. comportement, dans leurs croyances? Et qu'est-ce que tu as remarqué dans ce cas-là? Est-ce que les récits prennent une autre tangente ou finalement ça se rejoint avec l'aspect environnemental et social? Oui, dans les territoires qu'on a visités, on a eu des milieux urbains. C'est sûr qu'à Montréal, on va attirer une crowd qui est très engagée puis qui rêve ensemble et qu'on peut se sentir qu'on prêche parmi des convertis. Mais quand on va en région, on va avec des gens qui ont des réalités plus pragmatiques. Donc souvent, ce qu'on voit dans les récits, c'est que les gens traitent d'environnement, mais ils n'ont pas le lexique adapté à la transition. Pour eux, c'est juste d'avoir un beau lieu pour lequel vivre à leurs enfants. Donc, c'est pas la même motivation. On est plus dans le confort, on est plus dans quelque chose qui est agréable à vivre dedans pour notre communauté. Et donc, finalement, c'est vraiment un enjeu de lexique, mais il y a un point commun sur le social.
que tu sois progressiste ou conservateur, il y a quand même un désir que ton voisin soit pas dans la chenoute. Là. Il y a vraiment ce côté-là. Fait que c'est plus les enjeux sociaux qui vont émerger, qui vont être assez transversaux. Mais puis même, je citerai Olivier Riffon, là, qui est dans le cœur du Grand Dialogue, qui est une grosse démarche de concertation au Saguenay, là, qui ont rejoint vraiment des gens de tout profil, là, autant du monde pro-pétrole que du monde finalement très environnementaliste. Puis lui, ce qu'il constate, c'est que finalement, tout le monde rêve dans la même direction. La personne qui veut enlaidir son environnement, mal manger, être dans un habitat qui est dangereux ou qui a moins de sécurité. Donc, il y a comme ce côté-là qui converge vers tout. Pour moi, c'est une question de lexique. Puis, c'est un des constats aussi qu'on voit dans notre pratique, c'est que je pense qu'il faut arrêter de segmenter la mobilité de la mobilité durable ou l'alimentation de l'alimentation responsable, parce que là, on vient amener un lexique qui peut polariser, cristalliser, puis finalement, les gens, c'est pas qu'ils sont d'accord, qu'ils sont pas d'accord avec l'idée, c'est que pour eux, adopter ce lexique-là les amène à être un archétype qui les rejoint un peu moins, parce que peut-être qu'ils ont entendu des discours plus conservateurs, que finalement, c'est très utopique, c'est très fleur bleue, tout ça. Donc, les gens accrochent pas au lexique, mais les gens, aux solutions, par contre, ça leur parle. C'est ce niveau-là que je vois. OK, mais merci. C'est juste que je voulais pas que le Mais profil non, de la personne mais soit non, imbibé dans la démarche. non, au contraire. Au contraire, ça vient confirmer que finalement, il y a une pensée dominante qui souhaite une transition comme on l'aspire, mais c'est de la façon, c'est comment les gens qui apportent ces idées-là peuvent être stigmatisés, puis finalement, on s'éloigne de l'idée parce que on s'éloigne de l'individu qui est un peu démoli. Alexandre. Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Un truc que tu as mentionné, c'est qui ressort vraiment beaucoup, c'est le je versus le nous. Puis ça m'amène quand même bien des questions. En fait, c'est ça, la société est quand même tournée fortement vers le je. Puis on est sociabilisé. Puis il y a des, par exemple, moi, je me mets un peu dans la catégorie de la sociabilisé, puis un peu par la personnalité, peut-être plus tourné vers le jeu. Donc, euh, comment on permet aux personnes qui considèrent le jeu comme quelque chose d'important, d'y trouver quand même une valeur au Ouais. récit. Tu sais, comment on met en valeur le jeu dans le nous, si je peux m'exprimer comme ça. Ouais, puis tu vois, ça, j'avais prévu d'autres petites slides. Je peux peut-être aller vers ici. Je sais pas si vous êtes familier avec le circonflexe de Schwartz. Non. Ça, c'est une étude quand même qui a été faite sur des dizaines d'années. C'est dans 126 pays, c'est 70 000 répondants. Et puis en fait, ce que Schwartz a découvert, c'est que les valeurs de notre société sont pas linéaires, sont un peu présentes et certaines tendances, comme tu dis, vers l'individualisme, c'est un pôle opposé à des gens qui sont plus communautaristes. Et lui, il a vu un spectre Mhm. aussi. Il y a des gens qui veulent du changement, de l'innovation, de la stimulation, puis il y a des gens qui veulent que ça reste comme ils ont connu. Donc, c'est différents profils qui habitent notre population. Puis, pourquoi ils sont opposés? C'est parce qu'il y a des valeurs qui sont dominantes chez certains groupes qui finalement sont vraiment basses dans d'autres. Exemple, ben, les gens qui aiment la stimulation, le changement, le fait que ça bouge, ben, il y en a qui aiment beaucoup ça, mais il y en a qui, oh, ils veulent rester dans le traditionnalisme. Fait que ça, déjà, si on propose du changement ici, ça va être moins bien perçu, tandis qu'à gauche, puis vice-versa, il y en a qui veulent montrer comment l'innovation ou l'impact personnel est vraiment quelque chose de génial, mais il y en a d'autres, c'est vraiment dans le faire ensemble. Donc, tout le monde égal, tout ça. Fait qu'on se rend compte que déjà, les solutions ne plairont pas à tout le monde. Puis, justement, nous, quand on a fait le continuum, ben, notre but, c'est d'aller voir, est-ce qu'on est capable d'avoir des récits des gens qui sont plus individualistes, hein, puis c'est pas péjoratif, mais qui sont plus centrés sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, leur impact, sans nécessairement toujours tout de suite aller vers Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer dans les récits actuels, c'est que finalement, face à une problématique, ben, les gens, ils se sont rendus compte rapidement qu'ils n'allaient pas pouvoir répondre seuls à cette problématique de là. Donc là, c'est pour ça qu'il y a eu une Mhm. convergence, puis on s'est entouré pour faire ensemble. Tu sais,
de mémoire, j'ai pas un récit que c'est un individu qui a tout fait par lui-même pour opérer, pour amener le changement. Il a peut-être amélioré son confort dans certaines mesures, mais le Ouais. but aussi, c'est d'avoir un impact collectif. Puis à ce moment-là, il y avait des limites à ce qu'un seul individu pouvait faire. Mais tu vois, pour répondre à ta question, c'est ça le but de la deuxième année, c'est d'aller voir est-ce qu'on peut aller trouver quels sont les récits par des gens qui ont des valeurs peut-être plus individualistes. Aucun péjoratif ici, il faut de l'innovation, puis c'est aussi notre société nous amène dans cette direction-là. Donc, le but, c'est de pouvoir observer aussi cette tendance-là. Donc, j'aurais probablement plus de réponses pour toi dans un an, mais sinon, c'est une belle réflexion à avoir là, en continu. Là. Oui, puis je dirais justement peut-être adapter les moyens parce qu'on sait que dans un groupe, c'est très difficile Oui, de se lancer en mettant de l'avant l'individualisme. Alors peut-être avec des oui, sondages individuels, il y a plusieurs manières de... c'est Mais ça. merci pour la réponse. Non, non, ben c'est une très bonne question, puis c'est quelque chose de réel qu'on observe. Mathieu, à toi la parole. Hey, ton micro est fermé si jamais. Oui, mais je dois absolument vous quitter. Ah, Comme c'est une rencontre avec la mairesse, il n'y a pas de temps à perdre. bon, Mais je me permets de vous le demander parce que je vous ai mis dans le chat mon adresse courriel parce oui, que je souhaiterais poursuivre la discussion puis voir s'il y a des moyens de financer par des programmes comme je sais que Reclimate, j'ai trouvé ça très ouais, intéressant qu'est-ce qui se passe à Carleton ou avec le CCTT du Collège de Rosemont pour faire avancer. Tu oui, sais, parce que je sais qu'il y a des combinaisons de financement avec quand il y a une partie municipale, ouais. avec une partie privée, puis j'aimerais ça explorer. Ben, avec grand plaisir. Puis l'avantage qu'on a, c'est que c'est peu coûteux à déployer. Fait on va pouvoir s'en parler, mais c'est pas une démarche qui est très exonérante ou il y a vraiment quelque chose. Pour moi, on peut avoir beaucoup de bons résultats à un budget vraiment accessible. Là. Super. Mais je dois vous laisser, Ben fait que oui, bon, on s'en reparle. ben avec grand Merci. plaisir. Salut Au revoir, Mathieu. Merci. bravo. Merci. Soumia. Et salutations à la mairesse. Ah, je l'ai raté. Ça aurait pu être drôle. Bonjour Maxime, merci pour Bonjour la Soumia. présentation, c'est vraiment très intéressant. J'aimerais juste apporter un petit point, Bien je vais sûr. partager un petit point, mais pas nécessairement, une petite remarque en fait. C'est que tu parlais des experts et tu parlais finalement les autres. Il n'avait pas vraiment de titre. Puis moi, je trouve que le récit, c'est une manière de mettre en évidence toute l'expérience, tout le savoir expérientiel. C'est des experts chacun est expert, même le petit enfant est expert de son milieu, de son vécu. Et on est dans une société qui ne valorise pas nécessairement le savoir expérientiel. Puis je trouve que c'est une manière de le mettre en évidence, puis même de faire en sorte que des gens, monsieur et madame tout le monde puissent créer, puissent innover, puissent rêver. Et je trouve ça intéressant. Puis la phrase que tu as mentionnée de l'itinérant, on est des itinérants, mais on n'est pas des sans-dessin. Moi, je trouve que ça résume tout. Oui, c'est ça. Ça C'est ça qui est le résume, fun. C'est ça ça qui est le... résume. Ouais. On peut avoir des phrases qui apportent de la connaissance, qui font bouger, mais rationnellement, on a de la misère à le caractériser, mais on voit ça émerger. Puis, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont encore quelques petites minutes. Je m'étais gardé un petit peu d'informations parce que finalement, à travers les récits, j'ai pu observer. Puis ceux qui doivent partir, c'est enregistré, donc je vais pouvoir vous partager. Salut Alexandre. Mais justement, c'est ça. Il y a un côté caractère, qualitatif, quantitatif au récit, très rationnel, mais il y a un côté émotif. Puis moi, à travers les récits, j'ai pu observer certaines tendances. Puis je vais quand même vous partager 5 ingrédients d'un bon récit que j'ai pu observer à travers le temps. Puis là, vous voyez que je vais skipper quelques places. Donc, en fait, 5 éléments dans les récits, puis c'est le fun, on a Félix Morissette qui est un conteur, il va pouvoir nous valider ça aussi d'une certaine façon, mais à travers les récits, souvent, des fois, il y a une lecture qui se finit, puis là, les gens, waouh, comme, il y a des récits qui sont marquants, puis ça a été un moment, puis je me suis demandé pourquoi lui plus qu'un autre, puis qu'est-ce qu'il fait, quels sont les éléments que les récits apportent qui amènent cette réaction-là. Euh, Premier, ben, quand il y a une suite logique intrigante, quand il y a un profil, ben, tiens, je vais aller, attends, fermer les yeux. Attends, 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 attends.
OK. Donc, une suite logique intrigante. Donc, où est-ce que les péripéties se tiennent? Il y a vraiment comme une progression des actions. Où est-ce que, ah oui, ils ont commencé par là, il s'est arrivé ça par ensuite. Donc, la suite logique, elle est intrigante, elle est plausible aussi, puis elle fait sens. Donc, une bonne suite logique dans un récit, c'est gagnant. Maintenant, oh oui, puis ici, j'aime bien citer mon prof de cinéma qui dit mieux vaut un impossible probable qu'un possible improbable. C'est que même dans la suite logique, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça se tient. Fait que ça fonctionne pareil. Puis des fois, il y a des choses qui sont réelles, qui ont de l'air vraiment tirées par les cheveux, puis là, on peut décrocher, même si c'est faisable. Donc, il y a ce côté-là qui est intéressant à travers le récit. Après ça, les liens humains cultivés. Quand c'est une lettre d'une grand-mère à sa fille, quand il y a vraiment une relation qui est mise de l'avant, une évolution de la relation dans les récits. Des fois, il n'y a pas de suite logique de péripéties mais il y a ça qui est présent, puis juste par cette belle histoire-là, ça nous donne envie d'aller dans cette direction-là. Je peux vous donner deux petits exemples tout simples. Hein. J'aime Rami parce que ma grand-maman vient avec nous, on peut marcher main dans la main. Tout simple, mais on voit ce lien-là, ça insère, ça nous implique. Aujourd'hui a eu lieu la fête communautaire. J'ai vu une jeune femme au sourire incroyable. Je suis allé me présenter et là, ça a été le coup de foudre. On a parlé de la fête et des ambitions de coop. Elle s'appelle May. Je suis amoureuse, je crois. Donc, on partage quelque chose qui est pas rationnel, mais auquel on peut se relier. La beauté de l'art et les mots. Des fois, on a des récits, puis là, tu sens que les gens sont un petit peu plus t'es pas nécessairement habitué d'écrire, mais c'est parfait pareil. Puis là, soudainement, tu as un passage là, qui sort avec il avait découvert qu'il appartenait au monde et non pas que le monde lui appartenait, égal à toutes et les autres parties, à toutes les autres parties. Ah, wow, c'est un beau passage. Il était une fois une terre défrichée, parsemée de champs de pommes de terre où les vaches en pâture mâchouillaient leurs brins d'herbe paisiblement sous le soleil ardent et brûlant. Les pruniers des environs y avaient été coupés par malpropreté et le ver de terre étouffé par la compaction des tracteurs souffrait en silence. Je veux dire, quand tu entends ça dans un récit, salut Karel, c'est déjà là, ça vient, tu te dis, wow, il y a une belle utilisation du mot, du lexique, donc ça nous insère, ça nous accroche au récit. Stimuler les quatre sens, les cinq sens, pardon, hein. L'odeur du pain chaud réchauffe nos arrivées lors des froides journées d'octobre. On s'émerveille tout le temps, autant des papillons du soleil ou juste des petites siestes. Encore là, dans un récit, quand on a des passages comme ça qui activent les cinq sens, on sent l'odeur du pain. Aujourd'hui, tu entends les rires, le transfert des savoirs, leur conversation, leur expérience créent une mélodie avec le reste du vivant. Donc, on entend les gens rire, avoir du plaisir, puis voir comment ça peut être un son ambiant, un white noise incroyable. Donc, et finalement, l'ancrage territorial, c'est le fun de pouvoir refléter les lieux dans lesquels les récits se passent, parce que c'est comme on visite ces lieux-là, puis c'est le fun d'avoir il y a beaucoup d'Européens qui sont ici, fait que des fois ils parlent de la France à travers les récits, donc ça nous permet justement de découvrir aussi leurs lieux. Donc, Jeanne se rend dans son quartier de Hochelaga-Maisonneuve 15 ans après avoir été absente. Voyant les choses vraiment étranges, elle demande à Pierre, un fermier local du marché de Maisonneuve, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai manqué? Donc, et un petit dernier, hein, 15 juin 2025, nom d'une pipe, le gouvernement ne financera plus le tramway vers la Chine Est et annule le budget de reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre pour mettre l'argent dans le troisième lien. Donc, tous ceux au Québec voient très bien ce qui est traité ici. Donc, là, c'est assez intéressant de pouvoir se retrouver à travers un récit puis de sentir que c'est près de nous. Donc voilà, hein, si on écrivait la suite ensemble, nous, c'est sûr qu'à travers cette démarche-là, là, on a des places pour des partenaires de recherche, des partenaires municipaux, c'est le fun. Le lac Mégantic, on l'a vu sous nos yeux, qui est intéressé à la démarche. Donc, c'est pour montrer finalement que cette démarche-là, elle est innovante, je trouve. Elle est le fun, elle est différente, elle fait du bien, elle génère des constats qui sont quand même assez intéressants puis qui stimulent les acteurs du changement dans notre démarche continuelle qui est de comment réussir à rendre désirable ce futur souhaitable-là. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié votre moment. Et s'il y a la suite, bon, aujourd'hui, il y a le webinaire, mais ceux qui veulent vivre la fresque des nouveaux récits à Montréal, le 15 juin prochain, lundi, je vais la redonner, je vais la donner. Donc, ça va être une belle opportunité de la découvrir et la suite n'attendra plus. Voilà.
Donc, merci de votre présence et Merci, salutations à nos amis Maxime. français. Merci, Karel. Bonne journée. Là, parle-en à Merci. Mascouche, hein, là, t'as plein Ben d'arguments, là. oui, oui. Ben en fait, j'aimerais ça organiser une genre de semaine thématique comme ils font à Mégantic pour la transition, Hmm. transition plus énergétique, mais le faire un petit peu plus sur transition socioculturelle, quelque chose dans ce genre-là, en lien avec aussi notre nouvelle politique culturelle et en Ah, transition socio-climatique. Donc voilà, c'est dans mes plans et que je pensais à une fresque Bon. justement. Donc j'essayais d'évaluer quelle fresque ce serait la mieux. Mais j'aime beaucoup la fresque des nouveaux récits. Ça m'a comme bien introduit les choses là. Oui. Ah, c'est cool. Ouais. Puis j'ai fait plusieurs formats d'animation pour des petits OK. groupes, des grands groupes en personne, des grands groupes en virtuel. Fait que comme j'ai quand même OK. l'expérience avec plusieurs moutures pour pouvoir s'adapter à vos Excellent. besoins. Super. Ben j'en parle à l'interne puis on se réécrit. Oui. Salut, Karel. Bye. Bonne journée. Bonne bonne journée. journée. Ah, content de vous voir. Salut Shiraz. Jonathan, comment t'as trouvé ça? Hein? On a pragmatisé hein, d'une certaine façon nos apprentissages. Ouais, j'aurais plusieurs commentaires, discussions. Je pense qu'on est Ben dû pour oui, se revoir bientôt, là. Je trouve ça super intéressant. ben oui, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez Je- encore une minute ou deux? Parce que moi, Ben je serais oui, bien curieux sûr. d'entendre ce que Jonathan a à dire. Si tu as du temps, mais juste. Alors, il est parti. Ah non, t'es Non, encore là. non. Non, je suis toujours là. Ah, ben, en fait, c'est par rapport à certains concepts, tu sais, à plein de niveaux, là, par rapport à certains concepts, certains auteurs. Après ça, des questions par rapport à la méthode, Ouais. par rapport à la démarche d'analyse. C'est un truc qui va prendre assez de temps à discuter. Oui. Mais, mais juste rapidement, j'étais curieux. Est-ce que dans tes inspirations, tu as Harari, Ouais, Yuval ouais. Noah Ben, Harari? Parce dans la fresque des nouveaux récits, on traite, tu sais, on en parle, puis même son constat que j'en ai pas parlé, mais ce que Yoal il dit, ben, il peut mentionner, c'est que si on change les récits, on peut changer les comportements. Donc, il y a un concept à ce niveau-là. Fait que oui, on en parle avec la fresque. Là, j'en ai moins parlé parce que des fois, il ouais, est ouais, un peu polémique là. Fait que c'est ouais. de trouver. Je veux pas nécessairement diviser les gens. Là. Non, parce que sa thèse dans Sapiens, hein, c'est que justement l'humain, c'est un humain qui raconte, tu sais, c'est la capacité de raconter des histoires qui a fait développer l'humanité. Fait que c'est pour ça que je Ouais. trouvais qu'il y avait des liens assez Oui, forts avec vraiment. ce dont tu parlais au début, là. Oui, puis pour la méthodologie, c'est intéressant. Parce que tu sais, c'est en construction. Hein. Moi, je suis parti d'une intuition. Là, on avait des récits. Au début, j'avais juste des audios. Fait que là, après ça, on a eu une stagiaire qui a accepté de le retranscrire près de 400 récits, tu sais, fait que déjà ça, puis quand on les retranscrivait, hey, c'est quoi les normes qui ont évolué, on est parti de Ouais. où, c'est quoi les thématiques, on est dans l'alimentation, après, j'ai même été dans les Inner Development Goals, est-ce que les Hmm. stratégies, on est dans le penser, dans l'être, dans la collaboration, fait que j'ai vraiment amené ça, fait que j'ai vu certaines tendances, c'est déjà beaucoup de récits traitent de mobilité ou d'alimentation. Après ça, il y avait vraiment comme un côté de survoler les passages inspirants aussi, d'aller voir quels étaient les passages qui apportaient un certain savoir. C'est pour ça que j'en ai cité plusieurs, parce que je trouve que des fois, juste un petit passage, on dirait que soudainement, on comprend le avant, on comprend vers où ça se dirige, puis il y a de l'émotion aussi qui est transmise. Fait que à travers ces côtés-là, puis voir, fait que tu sais, il y a vraiment quand même une démarche là, qui certains éléments de base, mais après ça, ça a été d'en discuter, d'analyser, de voir, tu sais, est-ce que c'est traité explicitement cette norme-là? On sait même mettre un barème là nous, avec Quintus, en 2018, on s'est dit la transition, on va essayer de simplifier ça. Au lieu d'avoir 1 million d'actions à faire, on va avoir 5 chantiers principaux qui étaient comme vraiment une démarche là, de nous, de compiler c'est quoi les actions qu'il fallait faire. Puis là, on a tombé sur des chantiers comme régénération de la biodiversité, alimentation et agriculture durable, Hmm. mode de vie sobre en carbone, économie circulaire et participative, puis développement humain. Fait qu'à travers ces 5 chantiers-là, on est allé voir aussi c'est quoi les solutions, les recommandations du GIEC qui peuvent nourrir chacune Hmm. de ces chantiers-là, puis voir est-ce qu'ils sont traités. Fait que, tu sais, il y a comme plusieurs façons. Il y a pas une... Tu sais, on est encore en exploration, Ouais, ouais. mais il y a quand même tu Parce sais, que on n'est pas juste sorti ça d'un chapeau. Là.
Oh non, non, je le vois, puis tu sais, tu vois, en fait, t'as une belle démarche qualitative. Ben, je dis vous, là, tu sais, je sais pas Oui, combien oui, de gens oui. sont impliqués dans toute l'analyse qui est présentée ici, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de travail analytique qui est fait, là. Je trouve ça super intéressant. C'est comme 50 récits, 1000 personnes, t'as de la donnée. Tu sais, là, c'est Oui. le prof, le prof chercheur qui parle, là. T'as de la belle donnée ici. C'est pour ça que je posais la question dans le chat. À un moment donné, il se dit à quand le livre? Parce Ben, que il y a quelque chose. Mais c'est ça, il faut, à quelque part, vraiment réfléchir à un angle. oui. Parce qu'évidemment, les thèmes qui ressortent sont intéressants, mais on peut pas dire nécessairement que c'est des nouveaux thèmes. Tu sais, c'est Non, des c'est thèmes ça. qu'on voit ressortir. Fait que c'est pour ça que là, si là j'ai plein de chapeaux en ce moment qui s'ajoutent un par-dessus l'autre, je me dis là, je sais plus lequel utiliser à ce stade-ci, mais il y a tellement de belles choses. Puis une question que je me posais, c'est parce qu'on sent un peu dans l'analyse, puis c'est souvent un peu le danger qu'on a quand on fait de l'analyse qualitative, c'est qu'éventuellement on devient un peu, on abstrait, puis on devient désincarné Ouais, des contextes, des récits. ouais. On désincorpore en quelque sorte, là. Puis je me demandais justement, est-ce que la localité a quelque chose de particulier dans les récits? Parce que tu t'es promené, Ouais. vous êtes promené partout au Québec, puis est-ce qu'à quelque part, il y a des enracinements qu'on peut ressentir, tu sais? Puis Moi, oui, ben, en fait, ce que je dirais, c'est qu'avec moi, en ce moment, tu sais, on va dans des lieux, mais c'est pas parce qu'on l'anime dans un lieu que les gens habitent ce lieu-là. Fait que, comme déjà là, il y a une ah, c'est difficulté. intéressant. Fait que, tu sais, mettons, j'ai animé à Châteauguay, mais il y avait des gens du Haut-Saint-Laurent qui étaient présents, des organisations. Hmm. Fait que pour l'instant, c'est difficile. Je peux pas encore dire, OK, les gens de tel territoire, mais c'est pour ça qu'on veut affiner un peu notre Ouais. méthodologie. Mais quand tu les fais, tu sais, le jour du récit, là, quand tu Ouais, l'animes, donc tu dis que tu as des tables ouais. de 4 personnes. Ces tables-là, est-ce que tu notes la démographie des tables ou pas En vraiment? fait, la façon que je le fais, c'est que je prends beaucoup de photos. Euh, je l'ai pas noté, mais j'ai photographié. Fait que je vois OK. mes groupes. Fait que je suis capable de dénoter. Puis à un moment donné, il y a un côté où je suis capable d'associer un groupe à un récit aussi. OK. Fait que tu sais, ici c'est très mix, ici c'est Ouais, ouais, ouais. homogène ou tout ça. Mais tu vois, c'est super intéressant. Puis oui, à cette discussion-là, parce que justement, je cherchais à avoir des gens qui peuvent me stimuler sur comment aller plus loin, comment mieux différer. Puis en fait, ce qu'on fait quand on va aussi dans les communautés, c'est que finalement, je me suis rendu compte qu'on fait de la théorisation enracinée. On me dit que on Hmm. est plus une approche de théorisation, c'est de Ouais. voir qu'est-ce qui est présent sur les lieux, pas de valider des hypothèses. Donc, il y a un Hmm. côté aussi d'aller recueillir directement. Fait que là, on peut voir qu'est-ce qui est présent dans les milieux, mais c'est vraiment, Parce que c'est, en termes de cadres, il y a plein de cadres théoriques qui peuvent être mobilisés. Donc la théorie ancrée, c'est sûr que c'en est un, là, ça c'est un classique. Mais tu as l'ethnométhodologie aussi qui peut être une approche intéressante. Tu as la théorie en utilisation, theory in use. Parce que dans le fond, l'ethnométhodologie, l'intérêt de cette approche-là, ça c'est une démarche socio/anthropologique, là, où plutôt que de considérer le chercheur comme ayant la manière de voir ou la solution, ouais, c'est s'intéresser à voir comment les méthodologies sont développées dans les milieux. Fait qu'il y ouais. a quelque chose de très intéressant aussi Oui, avec, il y a tout ça là-dedans, puis Theory c'est and Use ça. aussi, c'est un peu le même genre de choses, c'est que les gens eux-mêmes, dans leur registre, ont déjà des théories qui mobilisent ou encore ont développé avec le temps des théories qui, un peu comme le disait la Soumaya, je crois, Ouais. euh, la, la, euh, la dimension expérientielle, c'est de l'apprentissage expérientiel, fait que c'est intéressant aussi. Mais comme je te dis, moi, il y a plein de Ben trucs là, oui. qui me Puis, sont je sais pas sortis si là tu de connais Annie Côté du LLIO. non. J'ai fait une présentation ce mardi à l'IRCM. Là, ils ont un nouveau le récit, en fait, qui est un centre de recherche sur les études citoyennes, co-créatives, collaboratives, tout ça. Puis Hmm. Annie est venue me voir après ma présentation, puis elle a dit ce que tu as là, comme données, on dirait qu'on pourrait nourrir des chercheurs pendant 200 ans. Là, tu Ah sais, parce oui, que il y a il y beaucoup de avait. choses là-dedans. Oui, c'est pour ça que moi, ma première intuition, c'est il y a de la richesse là-dedans. Puis tu vois, dans le questionnaire, on va demander le code postal et le nombre de temps qu'il habite à la place pour voir si tu quelqu'un qui habite quel territoire il habite, mais depuis Ouais. longtemps, multigénérationnel, nouvel arrivant. Fait que, tu sais, il va y avoir cette petite nuance-là qu'on va être capable d'aller percevoir. Puis Hmm. là, moi,
ma seule, puis là, c'est tout le côté éthique, là. J'essaie de voir comment être dans les bonnes, des bonnes pratiques, tu sais, oui, en mentionnant aux gens, tu sais, je parle de la démarche en tant que telle, mais c'est rendu au point où est-ce que, tu sais, je veux garder un certain anonymat, mais en même temps, j'aime ça lié au récit, quel récit a émergé de ces Ouais, individus-là. Fait ouais. que c'est de trouver comment, Ben, si tu veux aussi, parce que moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur le comité d'éthique à la recherche de l'école. Donc, bon, si tu as envie qu'on discute ben oui. d'éthique de recherche, ça me ferait un grand plaisir de parler de tout ça, là. Peut-être mon dernier point Ouais. avant, parce que moi, je partirais pendant 1 heure, là, mais Ben, on le savait qu'on était dû, là. ouais, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, puis là, tu viens de créer un peu trop d'effervescence dans mon esprit, là. Ça, Et, c'est pas le fun, là. Le dernier point, c'est est-ce que tu sens, parce que là, je ne sais pas à quand date ton dernier récit. Puis donc une des questions, c'est est-ce que tu vois une évolution temporelle des récits? Est-ce que du premier au dernier, est-ce que tu sens qu'il y a une évolution? Puis entre autres, est-ce que l'IA prend plus de place dans les récits ben, aujourd'hui, mettons, ouais. qu'au début? Est-ce que ça apparaît C'est ou drôle, ça apparaît pas. Ça Hmm, apparaît. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de l'IA. Et même, c'est OK, très rare. Les OK. solutions, l'innovation est vraiment dans le faire ensemble. Puis il y a un côté low-tech accessible pour Ouais, les ouais, trucs de... OK. Fait qu'on dirait qu'il n'y a pas cette stratégie. Vraiment. Je sais pas si c'est une censure, tu sais, encore là, on ne sait pas. Est-ce que les gens osent Hmm, pas en parler? Ce que je peux te dire, par contre, puis j'ai pas... encore là, c'est un peu tôt pour voir les tendances, mais on a caractérisé les récits de la tournée, puis on a commencé à caractériser les autres récits que j'avais précédemment. Puis on voit qu'il y a des thématiques qui ont été très peu abordées dans l'année 2025, qui finalement étaient hmm. beaucoup plus présentes en 2024. Fait qu'en effet, il y a peut-être à un moment donné de voir sur le temps, est-ce qu'il y a des types d'idées, de stratégies qui sont par rapport à une temporalité donnée. Fait que ça, on va pouvoir observer Puis, ça. c'est ça, je serais curieux de voir justement parce qu'évidemment, dans le milieu universitaire, on est très, très, très à fond dans l'IA, là. Moi, je suis sur la table interdépartementale sur l'IA. Je suis le représentant de mon département. Puis, moi, c'est devenu, je dirais, quasiment une obsession, là. Hmm. Mais après ça, comment cette obsession-là ou comment cette réalité-là percole au niveau du public, je ne sais pas à quel point. Parce qu'on est toujours Ouais. un peu. Moi, je suis en contact avec. J'ai même commencé à donner des conférences sur l'IA. Puis, tu sais, fait Hmm. que je suis en contact avec des gestionnaires qui sont préoccupés par la question. Ouais. Mais si, mettons, c'est pas ces personnes-là qui se présentent lorsque vous organisez les récits, tu sais, ça m'amène à cette question-là. Tu sais, Ben, comment est-ce que entre guillemets, la moyenne des ours, tu sais, les gens ouais. qui, de façon générale, à quel point l'IA, au-delà de quelques petits trucs qu'ils voient à droite, à gauche, est-ce qu'ils le voient Oui. autant que moi? Je le sais pas. Moi, j'ai peut-être un biais, là, à cause de ça. Tu sais, je suis curieux. Fait que je trouve ça Ben, ça va intéressant être de voir que ça, intéressant d'en ouais, parler ensemble puis de tenir au courant là, ouais, parce que moi je peux faire, tu sais, on s'entend que la fresque, la plupart du temps, parce qu'il y a un côté aussi, est-ce que moi j'enligne les gens naturellement vers des solutions, des stratégies. Fait que là, je prenais conscience aussi de comment j'animais la fresque. Puis finalement, je remarque que mes exemples sont pas, c'est pas la grande tendance là. Tu sais, j'ai donné hmm, des exemples, mais ils sont pas repris à un haut pourcentage. Là, même c'est quasiment abstrait. Il y a juste la forme du récit. Souvent, je donne un exemple de la lettre d'une grand-mère à sa fille. Puis c'est hmm. une forme qui revient, mais après ça, ça vient pas nécessairement affecter les stratégies. Ça vient Ouais. d'affecter plus la façon de rencontrer. Mais oui, c'est Parce que ça. Il les y a tellement de artefacts choses. méthodologiques, c'est un autre point aussi sur lequel je me questionne. C'est comment est-ce que la méthode d'entrée a un impact sur l'output, là, tu sais, sur Oui, ce qui est produit. Là. Ça, c'est un truc aussi sur oui. lequel je me questionne un peu. Puis même un autre constat qu'on a fait, hey, je suis content de parler de ça avec vous, c'est que justement, moi à un moment donné, quand on était plus agence, j'ai des employés qui avaient vraiment rédigé des récits écrits, mais avec les nouveaux de la dernière année, c'est des audios. Tu sais, fait que là, Hmm. notre stagiaire, elle écoutait les audios, puis déjà rapidement, ce qui est aperçu, c'est qu'elle de lire un récit ou de l'entendre, c'est complètement différent. Il y a des récits que tu vas Ah, aimer parce que tu les entends, puis là, les pauses, les silences, l'accent, et c'est des choses qui transparaissent pas nécessairement dans le format écrit ou de la ouais, même ouais. façon. Fait que, il y a- moi, ça m'a C'est déjà, l'oralité, en fait, là. C'est la oui, dimension de l'oralité, ouais. c'est ça. Puis à ce moment-là, c'est là que ça devient, Tu il me fais faut, oui, penser, est-ce que quand vous le faites,
Puis là, je sais pas, l'année 2, est-ce que méthodologiquement, tu passes complètement dans le mode questionnaire ou tu demeures quand même aussi avec la construction des récits comme tu le fais? Mais là, tu as plusieurs tables parce que j'ai jamais eu la chance. Tu sais, Hmm. ça n'a pas donné de pouvoir 15 aller juin. m'asseoir puis en 15 regarder juin. un. Je vais essayer de voir si je suis capable parce qu'il faudrait, puis là, je vais prendre encore des tonnes de notes, là. Mais je pense à mes filles, quand ils font leur cours d'anglais à l'école, elles sont assises à des tables, Ouais. puis c'est comme une espèce de studio dans le fait, puis il y a des genres de câbles qui pendent avec un OK. micro qui est placé sur le dessus de chacune des tables. Puis la prof, elle peut se placer, elle se place au bout, puis elle a une console, elle a ses écouteurs, puis là, elle peut activer la table qu'elle souhaite pour écouter les conversations qui ont lieu. Fait que c'est pour ça que dans cette optique de Wow. l'oralité, je me dis, ah, ça Oui. pourrait être intéressant d'être Ah, capable ben oui. d'avoir un micro sur chacune des tables, puis de saisir Oui. comment le récit se construit, comment il y a éventuellement des contradictions, les Oui. dynamiques, tout ça, pour en arriver à bâtir le récit. Est-ce qu'il y aura des oubliés dans les récits qui Oui. sont construits, Ben puis ça, je ces l'observe déjà. oubliés-là? OK. Ben, je l'observe déjà, tu sais, déjà, je vois deux types de personnalités. Parce que, tu sais, déjà, Wisdom of Crowds, il dit l'indépendance des gens. Mais tu sais, quand t'es quatre personnes, est-ce que ça va pas juste faire consensus Non. naturellement? Moi, j'entends des divergences, puis des fois même, il fallait que j'adapte mon animation pour que les gens soient d'accord de pas être d'accord dans un Hmm. sens, puis que ça bloque pas les... Fait que, tu sais, des fois, mais deux principales là, façons de co-créer, aussi, c'est que je vois qu'il y a des gens qui sont très créatifs, très imaginatifs. Là, ça sort les idées. Le récit s'écrit comme ça. Ils font 2 pages en un temps record. Tu sais, il n'y a pas de problème. Puis il y a d'autres gens qui sont plus rationnels. Puis tant qu'ils n'ont pas chacune des étapes précisément claires, ils écrivent pas. Ils peuvent pas Ouais. écrire. Par contre, quand finalement ça s'est fait, chlou, ça sort. Puis OK. au niveau tu sais, des fois, je l'observe, puis je vais essayer de rallonger d'1 minute. Finalement, il termine. Puis là, je me dis, bon, ça va-tu être bâclé un peu? Puis là, tu écoutes le récit, tu fais comme, ben non, c'était excellent, ce récit-là. Tu sais, comme, moi, ça Ouais. m'a amené à pas stresser, pas trop stresser pour les gens eux-mêmes, de les laisser Ouais. gérer eux-mêmes tout ça. Fait que, Fait que c'est les mécanismes ouais, sociaux, c'est la co-construction du récit qui est intéressante. Ah, puis c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être aussi des contre-récits ou des récits oubliés, tu sais, qui peuvent être, si dans un groupe de 4, il y en a 3 qui ont pris une tangente, puis la quatrième personne a tenté, a essayé, oui, mais ça n'a pas fonctionné, peut-être que son récit aussi, il est wow, valide, puis il peut oui, peut-être témoigner le fait qu'il soit oublié ou qu'il soit mis de côté, il peut peut-être témoigner de quelque chose là, sociologiquement aussi. Fait que, tu sais, ben il y a un vraiment, paquet de choses. En ben tout cas, j'écoute vraiment. ça, je fais waouh, c'est super. Ben, ça donne, tu sais, peut-être qu'on peut avoir des espaces, tu sais, des espaces où est-ce qu'on peut faciliter ça, les gens sont conscients que ça va se passer, fait qu'il y a plus, tu sais, parce que oui, en effet, là, moi, je les vois, là, tu sais, j'ai mis des photos, c'est vraiment un moment, les gens, ils ont du plaisir, mais aussi, Mm. ils s'y mettent à la tâche, fait que, tu sais, j'entends, moi, je passe à côté, là, puis, il pourrait se passer ça, puis là, t'as deux idées qui peuvent pas aller ensemble, fait que là, c'est la discussion, quelle idée va Ouais. rester, fait que, mais toute cette mécanique-là, en effet, si en plus, on pouvait capter ça puis voir qu'est-ce qui a amené à passer l'idée ou que cette idée-là Ouais. a resté, cette idée-là a Puis été rejetée. c'est ça, justement, que raconte l'histoire rejetée? Tu sais, Oui. Oh, ce wow. petit mécanisme-là, ben, pas ce mécanisme, mais ce focus-là pourrait être Vraiment. intéressant aussi. Bref. Fait Ouais. que c'est une partie des choses qui me sont venues à l'esprit là, quand Cool. j'écoutais. Fait Ah que ben merci pour le Félix, partage. Ouais, Félix Deschiffoula, je voulais entendre un peu, c'est une idée un peu de quelques points là, qui ressortent. Il y en a d'autres encore. Mais... vraiment. Puis toi, Félix, avais-tu quelque chose à partager? Comment Non, pas vraiment. Non, ben, tu sais, j'ai une démarche similaire, mais d'un point de vue plus éducative là, avec les jeunes. Ouais. Donc, nous, on crée, tu sais, on a vraiment un atelier de création de contes dans lequel on va aller chercher Mhm. la relation au territoire des jeunes, puis les conteurs créent une histoire avec ça. Puis après, on a aussi des ateliers dans lesquels on forme les jeunes à créer leur propre conte. Mais ça n'a pas une vocation de transition organisationnelle ou tu sais, de recherche Ouais. qualitative comme vous. Nous, c'est vraiment plus focusé sur créer un lien émotionnel avec les jeunes. Donc, Ouais. c'est comme une autre couche, Ben oui, c'est super tout aussi important, là. importante. Ben oui. Ouais, donc, mais c'est intéressant parce que moi, j'ai un bagage de philosophe pour enfants. Puis, donc, Mhm. j'ai animé des centaines de dialogues à travers les 10 dernières années. Donc, c'est intéressant finalement parce que, tu sais, en fait, vous avez êtes-vous un EBNL? Vous êtes une entreprise?
Ça dépend. La Fresque des Nouveaux Récits est un Ça dépend. OBNL. Le Quintus est une organisation, là, une SNC, Ah, Société c'est en nom intéressant. collectif. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Parce que c'est ça, dans le fond, tu sais, comme vous avez une approche plus pour les citoyens engagés puis les entreprises, on est vraiment dans des publics différents. Fait que là, je trouve ça le fun de voir Ben oui. les similitudes dans essayer de créer de l'imagination délibérée, puis de créer du lien entre les idées philosophiques des gens. Voilà. Mais j'étais vraiment curieux sur la forme finale des récits. Ouais. Parce que finalement, vous avez juste comme une panoplie de papier là, sur lesquels c'est les nouveaux récits, là. En ce moment, c'est Ben, ça que vous avez. on a ça, mais on a aussi le récit transcrit de l'audio. Donc, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et vous avez Mais les oui, livres. c'est pas papier. En tout cas, c'est la même chose, là. C'est Ouais, un ouais. doc, là, mais je veux dire, Je parle en vieux, ben pardon. oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est l'histoire, là. Comme tout, tu la lis, puis j'en ai lu une la première fois. Là, j'ai plus donné des extraits, mais c'est ça, c'est une histoire où on vit des péripéties, on voit les personnages s'adapter à un enjeu, puis d'amener une solution, puis se projeter dans un futur souhaitable, finalement, 10, 15 ans plus tard, où finalement, on voit l'impact des actions qu'ils ont posées dans les premières années. Fait que c'est les gens où ils se sont projetés à si je fais dans le fond, les gens dans l'activité, ce qu'ils réalisent, c'est finalement un petit geste ou un geste relativement simple, accessible aujourd'hui que je peux poser, peut mener à terme vers des grands changements. Fait que c'est ça qu'ils constatent aussi. Puis je trouve ça le fun. Puis j'aimerais ça que tu vives la fresque aussi, parce qu'il y a un chantier dans la fresque des nouveaux récits qui pour but de d'amener c'est très rationnel. Comment on peut l'amener à un public plus jeune? Puis, tu vois, des fois, il y a des enfants qui viennent, puis des fois, il y a des enfants qui ne savent pas écrire qui viennent. Fait que là, tu vois, on avait trouvé une alternative avec des enfants où est-ce qu'ils écoutent le récit, puis ils dessinent le dessin de ce que ça leur fait émerger. Fait qu'il y a tout ce côté-là de voir qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne savent pas écrire ou qui écrivent pas encore, qui lisent pas encore, comment on peut quand même les inclure dans ce processus-là. Fait qu'il y a un processus peut-être de simplifier la théorie, la rendre plus accessible. Ça, c'est Là, sûr, ça fait écho. Tu sais, quand tu dis, excuse-moi, les gens qui avaient besoin des étapes. Tu sais, je sais pas à quel point vous écrivez, puis j'ai vraiment envie de le vivre. Moi non plus, j'ai eu tout le temps des spectacles ou des dates. Tu sais, ça Ouais, coordonnait jamais, malheureusement. Mais ça va bien le faire à m'amener. Puis, ben, c'est sûr que dès que tu fais appel à l'écrit, tu mets les gens dans un mode scolaire rationnel, puis c'est ouais, à l'antipode de l'imagination délibérée qui est demandé, tu sais. Fait que, probablement qu'en explorant avec l'oralité aussi, vous allez oui, pardon, ici, vous allez unlock vraiment. des nouvelles, c'est ça. Parce que nous, on le fait que dans l'oralité. Puis, fait qu'au début, pour les gens qui sont pas habitués d'imaginer, il y a quelque chose de bizarre. Oui, Puis quand ils comprennent qu'en fait, ils sont en train de unlocker la même chose que dans ton esprit quand tu rêves, tu t'abandonnes, pouf, ça ouvre ouais. une panoplie de canaux, tu sais. Mais c'est un pivot qui est pas facile à faciliter. Ouais. C'est pas un pivot facile à faciliter. En tout cas, tu vois, on va avoir une bonne discussion, j'ai l'impression, qui va aller dans. C'est deux angles complètement différents, mais justement qui montrent à quel point il y a beaucoup de matière puis d'angles à regarder. Mais tu sais, Exact. ça revient, hein, mais c'est le fun parce qu'à ce moment-là, quand tu es capable de comprendre la force du récit, l'impact, puis d'amener les gens à libérer leur imaginaire pour s'imaginer des choses différentes, c'est des skills qui sont super importants à développer. Eh, Fait que Ouais. est-ce que justement tu le fais dans des écoles? oui, je Dans le fais les beaucoup écoles dans les universités. Non, secondaires? c'est ça. OK, c'est ça. Université, École principalement, là. primaire, secondaire, Non. mais si jamais tu as le goût de, tu sais, de tenter le coup, tu me le diras, parce qu'on pourra peut-être voir, parce que comme je dis, avec l'école de mes filles, la salle d'anglais Ouais, pourrait être un espace intéressant pour tester, tu sais, pour essayer ouais, quelque chose peut-être qui est méthodologiquement que t'as pas essayé. Puis, ouais. autre question, est-ce que tu as des angles morts dans tes communautés à date? As-tu l'impression Oui, que t'as, ouais. tu sais, j'ai déjà co-créé des récits avec certains gens des premiers peuples, puis je voyais quelque chose de formidable rapidement, mais là, c'est juste difficile de se coordonner. Tu sais, il y a un côté, une barrière là, de comme déjà. En tout cas, c'est gagner la confiance, comprendre la démarche, embarquer les gens. Fait que déjà, ça prend ça. Puis sinon, une des choses qu'on veut faire cette année, puis c'est pour ça qu'on fait des activités plus multiculturelles, amener plus de Hmm. diversité. J'ai beaucoup des rationnels européens, français, je trouve qu'il manque peut-être de perspectives africaines, latines, Hmm. sud-américaines, asiatiques. Je serais curieux de voir ces récits-là, dans quelle langue, parce que je le vois des fois,
l'oralité, j'ai vu des gens, des Africains, puis tu sais, le récit d'habitude dure entre 3 et 5 minutes, puis là, on a eu un récit de 15-20 minutes improvisé avec, tu C'est sais, fantastique. ouais, oui, c'était drôle, tu sais, Ouais. mais il a amené plein d'idées, mais c'était une façon complètement différente. Parce que c'est ça, juste à Montréal, de quartier en quartier, tu peux probablement t'ancrer dans des communautés Oui, peut-être où le récit a été moins entendu. Puis même, je suis curieux aussi, parce que moi, je suis beaucoup plus proche étrangement, là, mais quand même, là, plus proche de la communauté anglophone dans mon quartier. ouais, Puis, est-ce qu'il y a des anglophones qui ont participé à l'exercice? oui, Oui, ok. oui, Tu l'as fait avec des mais anglophones? c'est quand l'exercice a été fait en français. La fresque a été traduite en anglais. On est en train Ok. de traduire la formation pour former des animateurs, Ah, ok, mais je l'ai jamais donné uniquement en anglais. On est encore en train parce que certains ok. termes, concepts qui se traduisent pas. Ouais. Nouveau récit, tu traduis ça comment en anglais, toi? Ouf. Ben, il y a le new narrative qui est souvent utilisé là, dans la Ok, communauté. C'est pas mal ça en ce ok, moment. ok. Ouais. Bon, intéressant. Ok. Très intéressant. Hey, ben, merci, c'est cool. Je vais quand même, je vais envoyer le replay aux gens. Moi, je vais couper notre section juste pour être sûr. Ça me dérange pas, mais on dirait que je veux pas que les gens aient peur de temporalité plus longue, mais je vais quand même la garder. Fait que je vais avoir les deux versions, là, je vous partagerai parce que j'ai l'impression que je vais vouloir réécouter notre discussion parce qu'il y a plein de belles idées je veux pas Hmm. qui échappent. Mais sinon, ben, je vous tiens au courant, c'est sûr. Puis je m'assurais là, d'avoir des opportunités. Puis même à Amson, là, j'essaie d'aller animer en Estrie. Là. Je sais que Laure Baridel est intéressée à l'animer peut-être chez elle. Il y avait Mère au front qui avait une discussion aussi, mais tu sais, je veux trouver Ben d'autres oui, nouvellement, opportunités. Ben, moi, Maro je suis pas loin prochain de là bout. aussi, hein. Fait que Bon, si jamais ça donne, bon parce que ben voilà. je suis à Sherbrooke. Je travaille à Montréal, mais je vis à Sherbrooke. Donc, Cool. Ah, c'est vrai. ouais, on s'est manqué à Sherbrooke quand t'es passé. J'avais pas été capable. Puis, ouais, c'est dommage des fois. Mais Va Euh, revenir. sinon, pour finir, Luc Oui. Bureau, Géographie de la nuit. Je sais pas si tu as déjà lu ça. Non. Je te recommande. Luc Bureau est décédé il y a quelques années, mais Ah, ce livre, pour moi, là, c'est un bijou. Parce que, tu sais, on parlait un petit peu rapidement de la localité, là. Puis, je trouve que c'est un ouvrage fantastique. Puis sinon, l'auteur Yi Fu Tuan, c'est un auteur, en fait, c'est un chercheur, un spécialiste de la géographie culturelle. ou Yves Puis, Yi Fautoine. Fu, Y-I, trait d'union, F-U. Ça, c'est son prénom, Tuan, T-U-A-N. Et il a écrit quelques livres. C'est pas toujours, des fois, c'est un peu lourd théorique, mais sinon, il a écrit des belles choses. Tu sais, c'est un auteur inspirant. Fait que pour moi, ce Yves côté-là, Fautoine. Yi Fu, ouais, comme ça, exactement. Ok, parfait. Fait que ça vaut le coup peut-être, mais déjà là, Luc Bureau, Géographie de la nuit, c'est une œuvre que j'ai lue. C'est un petit livre, là, c'est pas un très gros livre, En mais plus. qu'est-ce qu'il est inspirant dans sa manière de concevoir un rapport à l'environnement, au territoire, à l'espace, différent à travers la poésie, à travers plein de choses. Puis c'est pour ça que je trouvais que ça connectait potentiellement avec des récits ancrés dans des Ouais. localités, mais je comprends que méthodologiquement, tu as des enjeux, parce que tu as des gens qui viennent de partout. C'est pour ça que je disais que démographiquement, ça serait, tu sais, c'est important de voir quand tu as des gens qui arrivent, qui remplissent tous une petite fiche pour voir ils viennent d'où, puis ils sont assis à quelle table pour que tu aies ta cartographie Hum. je te puis demander peut-être que dans le lot, tu as une table qui est une table locale. Je dis, Ouais. ah, c'est intéressant. Tu sais, il y a ça aussi là, qui peut être Wow. intéressant. Hey, en tout cas, c'est le fun. Chaque ensemble, on va pouvoir établir plein de scénarios, puis chaque scénario a une raison d'être. Fait qu'après ça, c'est le Ouais. fun parce que je trouve que c'est ça qui est le fun avec cette démarche-là, d'amener le côté un peu plus recherche. Tu fais des hypothèses, ça t'amène à avoir des idées, puis on dirait qu'on est à la recherche d'informations. Puis ça, c'est quelque chose d'enrôlant aussi. Tu sais, on fait pas juste ça parce qu'on a du temps à perdre. On fait ça parce qu'on a des intuitions, puis on voit qu'il y a de la matière riche, puis tu sais, je pense que la transition, c'est Ben tout le monde c'est avec leur aussi propre rendre recette. hommage, tu sais, Ouais. d'adopter une démarche méthodologique, peut-être, mettons, de recherche, je veux dire, là, tu sais, solide, ben, c'est rendre hommage à tous les récits aussi pour faire en sorte que après ça, t'aies des données qui soient fortes puis Oui. utilisables, tu sais, pour Ouais. être capable de Ben oui. toi-même raconter une histoire aussi puis la partager. Parce que là, c'est ce que tu es en train de faire. Puis je suis Oui. tellement heureux que tu m'as invité
à venir à la rencontre. Hein. Ça s'est fait de manière un peu inopinée, là, puis je Ben suis oui, hey, content de pouvoir, puis viens-t'en. Ben je oui, suis heureux d'avoir pu assister à ça parce que je trouve que t'es assis sur quelque chose là, cool. d'absolument fantastique. Là. Ah ben c'était l'intuition. Puis en plus c'est le fun à faire. Fait que il y a quelque Ouais. chose de on peut en tout cas. Fait qu'il y a, il y a plein de choses puis même éventuellement, tu sais, il y a d'autres animateurs de la Fresque des nouveaux récits. Fait que tu sais, est-ce qu'on va chercher, tu sais, il y a des récits compilés en France hein, aussi hein, Mm. différentes régions françaises. Fait que les gens souvent, moi je suis un peu un innovant là, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour analyser cette matière-là, mais Mm. il y a aussi d'autres récits qui n'ont pas été cartographiés qui pourraient être animés par d'autres personnes dans différents pôles de la France. Fait que, tu sais, il y a peut-être une méthodologie qu'on pourra généraliser aussi d'une certaine façon. Faire du scaling. Wow, ben, merci. Mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs. C'était un grand plaisir. Je suis Merci, Maxime. très content Remercie d'avoir Stéphanie. parlé. Oui, ben oui, ben oui. Là, Ouais, elle merci s'occupe du petit Stéphanie garçon, là. c'est ça qui est occupé, mais merci aussi beaucoup pour ouais, c'est ça. Très heureux de vous avoir revu. Merci. Et, oh, Au Un revoir, monsieur. plaisir, Félix. Plaisir salut. partagé. J'ai arrêté de partager. Fait que tu me diras, Oui. Maxime, si éventuellement moi je suis